Davantage de liberté d'action, mais pas encore le retour à notre vie d'avant. Après 55 jours de confinement, parenthèse inédite dans l'histoire, depuis ce matin, nous sommes à nouveau autorisés à reprendre certaines activités. Pas de franche ruée ce matin dans les deux principales villes de l'île, Ajaccio et Bastia, mais de nouvelles habitudes, en particulier dans les transports, dans les bus et dans les commerces. Premier pas de la Corse vers le déconfinement, c'est le titre de cette nouvelle émission spéciale en direct de la place Camping d'Ajaccio. Ajaccio qui fut ville cluster de cette épidémie de Covid-19. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être en notre compagnie durant près d'une heure en direct ici même du marché d'Ajaccio. Vous le voyez, réduit encore à quelques bancs seulement, avec à mes côtés Jean-André Marquiagne et Sébastien Thir, mais aussi Emilia Redaud depuis l'île Rousse, Pierrick Nanigne à Porto Vecchio, Henri Mariani à Bastia. Nous allons voir comment s'est déroulée cette première matinée d'un déconfinement progressif. Comment les chefs d'entreprise se sont-ils organisés? Quelle est l'inquiétude de celles et ceux qui sont encore dans l'attente, en particulier dans le secteur tourisme? Et puis, comment s'est déroulée la rentrée ce matin dans les écoles? Peu d'entre elles sont ouvertes, vous le verrez. Masque, test, la Corse est-elle prête? C'est ce que nous allons voir ensemble, et cette fois-ci, faux radicase, avec des reportages, des témoignages et des entretiens. Pour commencer, comment s'est déroulée cette matinée dans les deux principales villes, Ajaccio et Bastia? Instantané avec un récit de Laurent Vincenzigne sur des images de Franck Rombaldi et Morgane Bonnat. Bastia, Ajaccio, comment nos deux centres urbains vivent les premières heures du déconfinement. 55 jours plus tard, sous les nuages comme sous le soleil, cette liberté retrouvée se vit avec beaucoup de retenue. La peur est encore là. Bon, mais la peur qui n'évite pas le danger. Est-ce qu'on peut se confiner ou prendre l'habitude d'être confiné ad vitam aeternam? Est-ce que c'est la vie? Après, c'est une question philosophique. J'appréhende les premières semaines énormément. Parce que je regardais là justement, il y a quand même beaucoup plus de gens qu'avant et il faut sans arrêt slalomer. En centre-ville, une partie des magasins reste fermée. L'incertitude plane quant à la reprise d'activité. Certains commerces se relancent malgré tout, avec comme étendard le protocole sanitaire pour rassurer la clientèle. Ça y est, on sait enfin la reprise ce matin. Donc avec toutes les mesures barrières qu'on va mettre en place. Donc voilà, on espère que les gens seront au rendez-vous, mais qui feront voir attention à tout, surtout. C'est compliqué, on attend de voir le comportement des gens. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Je pense que c'est le premier jour. Il y aura une adaptation qui sera un petit peu compliquée, mais bon, je pense qu'on va sur du positif quand même. Côté transport, les trains sont eux aussi de nouveau en circulation. À Bastia, les bus roulent également avec des mesures strictes, un fauteuil sur deux, masque obligatoire et gel à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les transports en commun continuent, se poursuivent, mais que l'on respecte les consignes de sécurité pour faire en sorte que, bien entendu, l'épidémie soit contenue et sans empêcher les gens d'utiliser les transports en commun. Jusque-là, en service minimum, la justice s'ouvre davantage. À l'image du tribunal d'instance d'Ajaccio, des audiences sont même programmées dès aujourd'hui. La mairie reçoit de nouveau depuis ce matin, mais peu de personnes se sont présentées au guichet. À Bastia, on fonctionne sur rendez-vous. La préfecture de Haute-Corse, quant à elle, reste fermée, disponible uniquement par téléphone ou en ligne. Pour les services publics, la règle observée, c'est la montée en puissance progressive. Quant aux écoles, instituées espace premier du déconfinement par le gouvernement, seuls 13% d'entre elles ont rouvert leurs portes ce matin. Et nous reviendrons naturellement sur la situation dans les écoles dans un instant. Voilà pour les premières réactions et témoignages à Ajaccio et Bastia. On prend la direction de l'extrême sud avec vous, Pierrick Nanigne. Vous êtes sur place avec Stéphane Lapera. Quelle est l'ambiance à Porto Vecchio après ces 8 semaines de confinement ? Alors écoutez Stéphane, ici dans la 3e ville de Corse, c'est un déconfinement à double vitesse. Nous nous trouvons dans le centre-ville de Porto Vecchio sur la place et ici tout est au ralenti, voire même à l'arrêt. Beaucoup de magasins sont fermés, rideaux baissés et les rares magasins qui sont ouverts sont tout simplement déserts. C'est bien sûr les mêmes images, vous vous en doutez, pour les bars et les restaurants qui sont très nombreux dans cette partie de la ville.
Depuis ce matin, quelques personnes se promènent, mais ici, c'est comme si le confinement n'avait tout simplement jamais été levé. En revanche, à l'entrée de Porto Vecchio, la situation est différente. Premier élément, la circulation. Elle est beaucoup moins fluide que ces dernières semaines. Deuxième élément, les parkings, ils sont plutôt bien remplis dans ces grandes zones commerciales et industrielles. Et contrairement au centre-ville, la plupart des magasins et des enseignes sont ouverts. Vous l'avez compris, d'un endroit à l'autre de la ville, la situation est bien différente. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'on est bien loin de la frénésie habituelle en cette période à Porto Vecchio. Ici, il n'y a pas de touristes et ça se voit. Merci Pierrick, on vous retrouvera tout à l'heure avec un invité, ce sera Jean-Christophe Angelini, le président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. Emilia Rodot, vous êtes à l'île Rousse avec François-Albert Bernard. Quelle est l'ambiance en Balagne ce matin ? Stéphane, l'ambiance ici est plutôt paisible. Vous le voyez, nous sommes sur la marinée, là, la promenade de l'île Rousse qui a retrouvé ce matin ses badauds, enfin libres d'aller et venir sans attestation et sans limite dans le temps. Mais maintenant, ils sont partis déjeuner. Depuis ce matin, nous avons vu le centre de cette station balnéaire reprendre doucement vie. Tous les commerçants étaient sur le pont pour rouvrir leurs boutiques, réinstaller des mannequins dans les vitrines et des pots de fleurs sur les trottoirs. Nous avons aussi croisé quelques clients, souvent masqués dans le marché couvert. Et quelques familles ici, la plupart des maires ont décidé de ne pas rouvrir les écoles aujourd'hui. C'est le cas à l'île Rousse, Monticello, Aregno et Calvi notamment. L'activité reprend donc tranquillement ici, mais beaucoup s'inquiètent déjà de ce que sera ou de ce que ne sera pas la saison touristique. Traditionnellement en Balagne, c'est le week-end de Pâques qui donne le coup d'envoi de la saison. Et bien sûr, cette année, ça n'a pas été le cas. On sait déjà que le mois de mai sera aussi très calme, sans plage, ni café, ni restaurant et très peu de transports maritimes et aériens. On comprend donc l'inquiétude des professionnels du tourisme. Pour en parler, je serai tout à l'heure avec le président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, Bernard Giudicelli pour la Corse. Merci Émilie, et à tout à l'heure. Donc ce confinement pour stopper la propagation de cette épidémie, c'est du jamais vu à une telle échelle en temps de paix. Après la sidération, rappelez-vous, il a fallu s'habituer à rester chez soi, restreindre ses sorties au strict minimum et parfois même ne pas pouvoir voir ses proches. Comment cette période a-t-elle été vécue ? Retour avec ce récit de Jean-André Marchiani. Depuis le 17 mars dernier, les images de notre quotidien ressemblaient à ça. Pendant 2 mois, les embouteillages à l'entrée d'Ajaccio disparaissent et Napoléon se sent bien seul sur la place du Diamant. L'activité s'arrête sur le Portino Rossi, tout comme sur les chantiers. Très vite, dès l'entrée en vigueur des mesures, notre quotidien et nos habitudes sont perturbés. Hasard du calendrier, le 2e jour du confinement coïncide avec la Madonnuggia. Cette fête religieuse où des milliers d'Ajacciens se réunissent tous les ans revêt cette année un caractère plus que particulier. Les rassemblements sont interdits et l'évêque de Corse est contraint de célébrer la messe sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé aux personnes de mettre des bougies sur leurs fenêtres, à la fois hier soir et puis aujourd'hui, et beaucoup l'ont fait. C'est une façon de s'associer ensemble. Je crois que d'une manière particulière, cette année, avec une ferveur particulière, nous avons honoré cette fête traditionnelle si chère au cœur des Corses. Nous avons honoré la Vierge Marie. À Bastia aussi, la vie s'adapte comme elle le peut, au rythme du coronavirus et du confinement. Sur la place Saint-Nicolas, les producteurs du marché ont mis en place un système de drive avec une prise de commande par internet pour limiter le risque de propagation. Siamo qui in Bastia per rendere I nostri prodotti perché in questo momento assai particolare, assai difficile per noi e per tutti I produttori, ci permette qui di vendere I nostri prodotti ai nostri clienti e anche a nuove persone che ci hanno chiamato. La solidarité s'organise aussi dans le rural. Comme ici à Campile, partout en Corse, des élus communaux, des maires et des bénévoles organisent des systèmes de livraison de courses à domicile. Je te paye. Non, on réglera au mois de mai. Le maire a dit au mois de mai. C'est bien, alors on recommande. On ne donne pas de l'argent pour le moment avec ce qui se passe. Tous les habitants du village peuvent en bénéficier. J'ai vu ça sur Facebook et après j'ai appelé le maire sur son portable et j'ai passé la commande directement. Mais pour beaucoup de Corses, les journées sont longues, très longues. Alors quand vient le mois d'avril, certains décident d'organiser leur traditionnelle mérindelle à domicile.
C'était le cas de cette famille à Mezzaville. Moi, je vais manger un carré de fromage, un œuf, une fraise. Vu le confinement, on est obligé de faire dans le jardin. Bon, on a la chance d'avoir le jardin, donc on en profite. Et pour les petits, on a décidé de quand même le faire. Et voilà, on se l'organise dans le jardin. Et puis ces journées confinées se terminent finalement toutes de la même manière, à 20h, avec l'applaudissement appuyé à destination du corps médical, en première ligne depuis plusieurs mois face au coronavirus. Aujourd'hui se tourne donc une page importante dans la lutte contre le Covid-19, celle du confinement. On sait maintenant que ces mesures ont été salutaires. Selon les estimations des autorités, au 20 avril dernier, le confinement aurait permis d'éviter le décès d'environ 170 personnes supplémentaires en Corse. Mais la bataille contre la maladie n'est pas finie. Elle se poursuivra dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il s'agissait donc de ce retour sur le confinement. Une nouvelle étape a débuté ce matin, Jean-André Marcagne. On a retrouvé un petit peu plus de liberté de mouvement. On va voir avec vous ce qu'il est possible de faire. Et pour commencer, jusqu'où puis-je aller? Que puis-je faire? Déjà, on gagne en liberté. Aujourd'hui, depuis ce matin, on peut se promener, sortir de chez soi, se déplacer sans justificatif, sans attestation, mais uniquement dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de son domicile. Au-delà, il vous faut une bonne raison, une raison impérieuse d'ordre familial ou professionnel. Et surtout, il vous faudra remplir une nouvelle attestation. Elle est différente de celle que nous devions remplir depuis le 17 mars pour aller travailler ou faire nos courses, par exemple. Donc, pour résumer, oui, on peut se déplacer librement, mais uniquement dans un rayon de 100 km. Et avec une attestation. Alors pour beaucoup de personnes c'est très important, l'activité sportive et physique, qu'est-ce que je peux faire? Courir, faire du vélo, aller en montagne, nager? Là aussi les règles s'assoupissent en ce qui concerne le sport. D'abord jusqu'à aujourd'hui c'est la règle des 3-1 qui s'appliquait. Je pouvais sortir de chez moi une fois par jour pendant 1 heure et dans un rayon de 1 km autour de mon domicile. Mais pour aujourd'hui on peut sortir courir, faire du vélo sans limite de temps ni de lieu, sans attestation, sans justificatif, en respectant évidemment les gestes barrières et la distanciation sociale. Les sports collectifs restent interdits. Au niveau loisirs, maintenant, en ce qui concerne d'abord l'accès à la plage, depuis ce matin, les maires peuvent demander au préfet la réouverture de certaines plages. Sans cette démarche de votre mairie, les plages restent fermées. En revanche, les activités nautiques et de plaisance sont-elles autorisées, toujours en respectant donc la règle du rayon de 100 km et les mesures d'hygiène et de sécurité. Dernier aspect de cette vie sociale, de cette nouvelle vie, dans quelle mesure est-ce que je peux revoir mes amis et ma famille? Déjà, on peut le faire, rien ne l'interdit. Depuis ce matin, vous pouvez donc à nouveau rendre visite à vos amis et à votre famille dans un rayon de 100 km, une nouvelle fois. Il faut simplement garder une chose en tête, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Pas d'apéro entre amis, ni de repas de famille donc à plus de 10. Sinon, vous vous exposez à une amende de 135 €. Un mot aussi en ce qui concerne les obsèques, elles sont limitées à 20 personnes, les cimetières sont ouverts et les mariages et cérémonies sont toujours reportées, sauf urgence. Il faut quand même savoir que toutes ces restrictions ne sont pas encore officiellement entrées en vigueur. Il faudra attendre l'application de l'état d'urgence sanitaire qui prend un petit peu de retard avec la saisie du Conseil constitutionnel, notamment par Gérard Larcher, le président du Sénat, mais ce devrait être le cas dans les prochains jours, mercredi normalement. Merci Jean-André, on vous retrouvera dans le courant de cette émission. Le bâtiment a débuté il y a déjà 2 semaines. D'autres secteurs peuvent reprendre leur activité depuis ce matin. C'est le cas des très attendus salons de coiffure, n'est-ce pas Jean-André? Cela fait déjà plusieurs jours que les coiffeurs et coiffeuses s'y préparent et préparent donc une nouvelle organisation avec des règles sanitaires très strictes. Marie-Françoise Stéphanie et Jennifer Capaille se sont rendues ce matin à l'ouverture d'un salon à Mezzaville, à Ajaccio. Bonjour, nous sommes dans un salon de coiffure de Mezzaville, un salon de coiffure indépendant qui ce matin a repris son activité après 2 mois de fermeture. Nous sommes avec Johanna, la propriétaire de ce salon. Bonjour. Johanna, comment ça s'est passé ce matin? Eh bien ce matin on a attaqué à 9 h avec du monde. On a dû aménager tout le salon pour les normes de sécurité suite au coronavirus. Donc on a supprimé la tente. Toutes les clientes qui rentrent, on les installe tout de suite au poste de coiffage où on a donc le plexiglas qui sépare chaque poste. Ensuite, on a des peignoirs à usage unique. Donc on prend nos peignoirs, on l'installe tout de suite sur notre cliente qui arrive, elle, avec son masque. Toute l'équipe du salon, que ce soit les coiffeuses ou les prothésistes ongulaires, ont
leur masque, ont leur visière, les gants. Il y a voilà, leur visière qui est ici, voilà, qu'on met comme ça, hein, puisqu'on est proche de nos clientes. Voilà, qu'on met comme ceci. Ensuite, nous avons aussi du gel à disponibilité avec des lingettes pour toutes les clientes dans les 4 coins du salon. Quand nos clientes vont s'installer au bac, voilà, juste ici, on a aussi séparé chaque bac avec du plexiglas et aucune cliente n'a aucun contact avec une autre cliente. Voilà. Et ensuite, on retourne au poste de coiffage. Voilà, tout à fait. On a donc le coiffage au même endroit, hein. Elle revient au même endroit où elle était installée. Et chaque cliente qui repart, on désinfecte le fauteuil et tout le matériel. Et madame, alors vous êtes contente d'avoir retrouvé votre coiffeur ce matin ? Ravie. Ça fait du bien. Merci. Donc, et ensuite, donc en fait, ça y est, l'activité a repris. Oui. 2 mois de fermeture. Quelles conséquences sur votre chiffre d'affaires ? Mais ça a été très difficile. Ça a été une grosse perte. On est dans les 50 à 60 000 euros de perte. Plus après tout ce qu'il y a eu, les investissements, le plexiglas, les masques, le gel, 2 000 euros de plus pour pouvoir réouvrir dans les normes. Est-ce que vous sentez que l'activité reprend bien ? Oui, tout à fait. Là, on est complet jusqu'au mois de juin, donc ça reprend et on a hâte. Comment vous avez fait pour prendre les rendez-vous ? Eh bien, les rendez-vous ont été pris par Internet. On a directement un site, on a des rendez-vous en ligne et après aussi toutes mes clientes qui sont passées directement par moi, par mon portable privé pour prendre rendez-vous. Et là, vous êtes complet jusqu'en juin ? Tout à fait, complet jusqu'en juin et on redémarre et on est content. Voilà, on espère que ça va durer. Très bien, merci Johanna. Merci. Allez, à nous, on reprend. Voilà donc pour cette réouverture très attendue aujourd'hui dans les salons de coiffure. On revient dans un instant sur la situation des commerces. Auparavant, avec vous, Jean-André, on a évoqué tout à l'heure, il s'agit d'une nouvelle étape. Combien de temps va-t-elle durer ? Donc à partir d'aujourd'hui, le déconfinement progressif commence et le gouvernement l'a annoncé. Les choses se feront progressivement, par étapes, par palier de 3 semaines. La prochaine étape, eh bien, si on calcule, c'est donc le 2 juin, dans 3 semaines. Au niveau national, c'est à cette date que les bars, les restaurants, les hôtels pourraient par exemple rouvrir dans les départements classés en vert. Nous devrions savoir plus dès la fin du mois de mai. Pour les lycées en Corse, ils restent fermés jusqu'en septembre suite à la décision prise par la collectivité de Corse. La question se posera aussi en ce qui concerne les transports et les liaisons entre la Corse et le continent. Autre échéance importante, début juin, sans date précise, une décision devrait être prise en ce qui concerne les grandes vacances d'été. Nous sommes nombreux à nous poser la question, serons-nous autorisés à prendre des vacances au-delà des 100 km autour de notre domicile? Nous devrions donc le savoir là aussi d'ici un mois environ. Enfin, autre date qu'il faut garder à l'esprit, celle-ci à plus long terme, c'est la date du 10 juillet. C'est pour l'instant au 10 juillet qu'est fixée la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est cet état d'urgence sanitaire qui permet au Premier ministre, par exemple, de prendre toutes les mesures de restriction qu'on connaît depuis maintenant plus de 2 mois. Merci Jean-André, on vous retrouvera encore dans le courant de cette émission, ici toujours en direct de la place Camping d'Ajaccio, une émission que vous pouvez suivre en direct sur France 3 Corse via ST, là sur internet ainsi que sur Facebook. Dans un instant, la deuxième partie avec plusieurs invités. On verra encore un commerçant de la région bastiaise qui gère plusieurs franchises. Nous verrons comment il s'est organisé. Il sera interrogé par Henri Mariagne. Et puis, nous entendrons Bernard Guidicelli, le représentant de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie depuis l'Île-Rousse, Jean-Christophe Angellini, le président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse, le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli avec lui. Nous verrons la situation dans les écoles, l'ouverture ou pas des plages, pourquoi certains sont favorables et d'autres pas. Et puis le préfet de Corse, Franck Robin, ainsi que Jean Canarelli, biologiste et président du Conseil de l'Ordre des médecins. Les téléspectateurs de France 3 peuvent suivre dans un instant le journal national et international, mais peuvent aussi nous rejoindre sur France 3 Corse via ST, sur Internet et sur Facebook pour la deuxième partie de cette émission, la Corse sur la voie du déconfinement. On se retrouve tout de suite, le temps d'un court générique.
Merci à toutes et à tous d'être encore en notre compagnie sur France 3 Corse via ST, là sur Internet et Facebook pour la deuxième partie de cette émission, la Corse sur la voie du déconfinement. Nous avons vu durant la première partie comment s'est déroulée cette reprise dans les commerces, dans les transports en commun des principales villes, Ajaccio et Bastia. Maintenant, nous allons voir comment les chefs d'entreprise se sont préparés. Nous verrons aussi la dimension touristique avec toutes les inquiétudes qu'il y a autour de l'éventuelle saison ou pas, dans quelles conditions, dans quelle mesure aussi les transports aériens et maritimes vont pouvoir se remettre en service avec nos différents invités. Pour commencer, on a vu tout à l'heure la situation dans les salons de coiffure à Mezzaville, près d'Ajaccio. D'autres commerces à Bastia avec vous, Henri Mariagne, et votre invité. Quelles sont les contraintes et comment les commerçants envisagent-ils cette reprise ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il fallait reprendre impérativement parce que de nombreux commerces connaissent des difficultés financières importantes. Malgré les aides apportées par le gouvernement, ça ne suffira pas. Il faut de la trésorerie et beaucoup n'ont pas pu anticiper. Pour en parler, notre invité, Bruno Carré, bonjour. Bonjour. Vous gérez 4 magasins. L'un est ici, à côté de vous. Vous avez levé le rideau ce matin. Est-ce que la fréquentation a été identique à celle que vous aviez connue il y a 8 semaines, au moment du confinement ? Je ne peux pas trop vous dire si il y a 8 semaines, je n'ai pas le rapport, mais je peux vous dire au jour même par rapport à l'année dernière, au même jour, la fréquentation ce matin était beaucoup plus importante que l'année dernière à la même matinée. Vous l'attribuez à quoi ? Un effet rebond ? Oui, un effet rebond. Ça fait 2 mois que les gens ils n'ont pas vu qu'un magasin réouvrir, donc automatiquement ça leur a permis peut-être de venir un petit peu se faire un petit tour et dépenser un petit peu d'argent dans nos établissements. Au terme de 2 mois de confinement, quelle est la situation de vos entreprises ? Écoutez, la situation des entreprises, entre tout ce qui est magasin de chaussures, un petit peu, plus ou moins, on a perdu quand même 30% de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires annuel. Tout ce qui est magasin de textile, là aussi, ça représente à peu près 30% de chiffre d'affaires annuel. On a des magasins dans le textile qui sont un petit peu plus en difficulté en trésorerie que les magasins de chaussures. Écoutez, ça va être quand même assez compliqué parce qu'il va falloir quand même avoir de l'argent pour pouvoir suivre. Est-ce que vous allez pouvoir garder vos salariés ? Alors certains sont en chômage partiel ? Oui, alors certains sont en chômage partiel parce qu'à la réouverture, on ne peut pas. Vous voyez, aujourd'hui, on a ouvert à 3 employés alors qu'on normalement on est 6. Donc parce qu'on ne sait pas exactement le potentiel client qu'on peut avoir dans la journée. Donc cette semaine, on va faire un petit essai, on va voir un petit peu. On a des personnes qui sont restées en chômage partiel parce que ne pouvant pas faire garder les enfants pour reprendre, puisque les écoles sont fermées à des endroits, donc ne pouvaient pas prendre une activité, donc restent en chômage partiel. Et des CDD qu'on ne sait pas si on va pouvoir garder ou pas les faire passer en CDI. On a vu beaucoup de chefs d'entreprise monter au créneau en demandant aux assurances de contribuer à la perte de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des clauses concrètement, quand on est assuré, quand on est commerçant, qui permettent de pallier ce qui s'est passé pendant... Alors le problème, c'est qu'il y a des clauses, quand on a une clause en fin de compte sur les assurances, que quand l'État nous oblige à fermer un magasin ou un établissement, les assurances sont là pour prendre en compte, mais il y a 2 clauses qui ne prennent pas en compte, c'est tout ce qui est pandémie et les guerres. Voilà. Donc en fin de compte, on n'a aucun recours au niveau des assurances s'il n'y a pas un décret spécial de l'État qui permet de pouvoir avoir un remboursement de chiffre d'affaires. En 20 secondes, vous êtes plutôt confiant, plutôt inquiet. Quel est votre état d'esprit ? Écoutez, moi je suis de toute manière, on est des optimistes. Les entrepreneurs en Corse, il faut avoir beaucoup d'optimisme, mais il faut être aussi réaliste. Le problème, c'est que les entreprises qui ont très peu de trésorerie vont souffrir énormément et j'espère que l'État ou les régions feront le nécessaire pour garder ces entreprises ouvertes et en bon état parce que vraiment ça devenait très difficile actuellement. Merci Bruno Carré de m'avoir accueilli à Fourrière devant vos commerces. Merci. Un chef d'entreprise
optimiste malgré les difficultés. Avec le déconfinement, l'économie va sans doute tourner encore au ralenti durant plusieurs jours et plusieurs semaines. Cette sortie progressive ne concerne pas tous les secteurs. Restaurants, bars, hôtels, camps de vacances, camping restent fermés pour l'instant. Les transports maritimes et aériens restent limités au strict essentiel dans l'espoir d'une reprise, même à minima cet été. Les entreprises du tourisme sont, quoi qu'il arrive, en état de choc. Un reportage de Pierre Nicolas et Christian Julian. Angèle Mattei dirige en Costa Verde un village de vacances avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Une clientèle fidèle, des groupes envoyés notamment par des comités d'entreprise, mais tout cela n'a été de rien cette année. Nous sommes une équipe de 10 salariés à l'année, donc actuellement au chômage partiel, et les salariés saisonniers qui attendent évidemment une date d'ouverture. Ils étaient censés reprendre le 11 avril, puisque c'est à ce moment-là qu'on ouvrait le village, même avant pour certains postes, pour l'équipe de ménage, la maintenance, et malheureusement, tout est à l'arrêt. 15 km au sud, Marie-Claire Gadoni dirige un autre établissement qui accueille jusqu'à 600 personnes dans des bungalows ou en camping. Sa trésorerie lui permet pour l'instant de tenir. Les banques se montrent compréhensives, mais les dégâts sont faciles à chiffrer. On est déjà en remboursement à plus de 150 000 €. Et plus les mois avancent, et plus on rembourse les clients. Parce que il y en avait avril, il n'y avait pas trop de clients à rembourser, ils ont reporté. Mais plus on va sur les mois de juin, juillet, août, c'est certain, on doit rembourser de plus en plus. À Linguizet, à toujours, Pascal Orsini a repris en 2012 le petit hôtel-restaurant familial. Il a l'an dernier investi dans des toilettes handicapées et dans une cuisine flambant neuve. Mais s'il veut demain servir 40 couverts, il faudra s'adapter. Grâce au réseau des buralistes, hier, on a réussi à avoir des masques au moins pour nous qui allons travailler, parce que notre employé est en chômage partiel. Ça va nous permettre de faire de la vente à emporter, parce qu'on a quand même besoin de faire entrer un peu de chiffre d'affaires pour payer les charges fixes qu'on n'a pas pu supprimer, qui sont quand même importantes. Encore plus que d'habitude, on respecte les normes d'hygiène. Mais là, il va falloir désinfecter chaque chose qui rentre dans le restaurant, avec des solutions décontaminantes alimentaires qui ne sont pas faciles à trouver. S'ajoutent bien des incertitudes sur la réouverture des liaisons aériennes et maritimes avec des prix qui flambent déjà. L'agence du tourisme a bien cerné l'enjeu. Une destination touristique, elle est conditionnée par l'offre de transport. C'est fondamental, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les cartes sont complètement rebattues dans le domaine aérien. Il y a des tas de compagnies, y compris des compagnies très très importantes, comme la Lufthansa, qui sont en difficulté. Il y a des low-cost qui vont disparaître. C'est fin mai que Nanette Maupertuis et des professionnels corses discuteront de toutes ces questions avec le secrétaire d'État au tourisme. Effectivement, y aura-t-il une saison touristique dans les prochaines semaines et sous quelles conditions? Les réunions se sont multipliées, il y en aura encore d'autres autour de cette question. On vient de voir des chefs d'entreprise qui veulent y croire, qui restent mobilisés. L'agence du tourisme qui évalue en permanence la situation et veut déjà préparer la riposte. Emilia Rodot, vous êtes à l'île Rousse avec à vos côtés Bernard Giudicelli, le représentant du principal syndicat hôtelier sur l'île. Quelles sont leurs attentes ? Effectivement, Stéphane, je suis avec Bernard Giudicelli, président de l'UMI. Bonjour. Nous sommes donc le 11 mai, la saison devrait déjà avoir un peu commencé. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir ? Écoutez, aujourd'hui, nos perspectives sont très très mauvaises, puisque après la sidération qu'il y a eu de cette pandémie début mars, les réservations se sont stoppées d'une part, puis la vague des annulations a commencé et aujourd'hui les perspectives sont très mauvaises. Est-ce que parmi les professionnels, certains envisagent de ne pas ouvrir cette année ? Oui, nous avons pas mal de confrères qui envisagent, vu la situation et vu l'incertitude, que la situation sanitaire ne nous permet pas d'avoir de visibilité. Donc aujourd'hui, vu les dernières annonces qu'il y a eu, beaucoup, à peu près 10% de nos confrères, ce qui est déjà important, pensent ne pas ouvrir. Oui.
Pour exprimer vos inquiétudes, vous avez adressé au nom de l'UMI un courrier au président de la République. Vous y parlez de la Corse comme d'une prison économique. C'est très fort. Qu'entendez-vous par là ? Alors aujourd'hui, la Corse, de par son hypersaisonnalité et par son insularité, ne permettra pas, contrairement à d'autres régions, d'avoir une clientèle de proximité. Donc nous sommes littéralement emprisonnés par la mer. Ce ne sera pas une barrière sanitaire. En revanche, nous ne bénéficierons pas de ce que pourront avoir d'autres régions françaises, c'est-à-dire une clientèle de proximité dans les 100 km dans un premier temps, puis d'avoir des déplacements qui pourront se faire à travers les différentes régions françaises. Donc ce courrier, c'est obtenir une aide spécifique pour la Corse. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Tout à fait. Nous, l'objectif, c'est face à la saison très mauvaise et le risque d'année blanche qui tous les jours se renforce un petit peu, de demander des aides spécifiques pour mettre, entre guillemets, sous cloche, pour préserver notre tissu économique, pour pouvoir passer une année blanche. Donc ce sera un statut fiscal bien évidemment dérogatoire pour avoir la préservation de notre outil et également des aides plus fortes, puisque aujourd'hui les seules aides que nous avons eues, c'est un prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui n'est finalement qu'une avance de trésorerie qu'il va falloir rembourser dans un an, et on demande déjà de la rembourser dans 18 mois et pas dans un an, mais malgré tout, on ne pourra pas rembourser une trésorerie qui ne viendra pas puisqu'il y aura une non-activité. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'aide à proprement parler et nous demandons donc une aide spécifique et également un statut dérogatoire, un statut fiscal dérogatoire qui nous permettra pendant un temps plus long, c'est-à-dire probablement 4-5 ans et peut-être même plus, d'avoir une préservation de notre économie. Donc le président de la République ne vous a pas encore répondu. En revanche, la semaine dernière, l'exécutif de Corse a annoncé la volonté de mettre en place un Green Pass, un test sanitaire pour les entrants en Corse. Christophe Castaner disait ce week-end qu'il trouvait l'idée intéressante. Et vous ? Alors, j'allais vous dire l'idée en elle-même de préserver et la population locale, ce qui est notre intérêt, bien évidemment. Nous sommes, comme tout Corse, très attachés à la préservation du sanitaire de notre population et en même temps préserver l'économie. Donc, un pass, c'est vrai que la façon dont il a été expliqué, il y a peut-être eu un couac de communication, probablement. Techniquement et scientifiquement, on voit que des détails devront être probablement modifiés ou affinés. On peut avoir des tests comme c'est fait sur certaines compagnies du Golfe en entrée dans l'avion. Air France envisage de prendre la température. Quoi qu'il en soit, il va falloir contrôler et réguler ce flux touristique pour éviter de toute façon une vague importante en Corse qui toucherait nos proches, nos familles, nos amis, mais qui également mettrait un point d'arrêt de toute façon au balbutiement de saison qui pourrait éventuellement y avoir. Merci Bernard Giudicelli d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que pour vous, la prochaine échéance, c'est le 14 mai, le comité interministériel sur le tourisme. On comprend aussi le flou dans lequel vous allez être obligé de travailler. C'est l'une des choses inédites avec cette crise. On rappelle que le tourisme, enfin, c'est un enjeu important puisque 30% du PIB et un emploi direct. Un emploi direct sur 10, et particulièrement ici en Balagne. Merci Émilie et nous allons y revenir. Vous venez de le dire, face à cette épidémie, les États ont fait le choix de stopper l'économie. C'est inédit dans une période de paix. Dès le départ, tout le monde a eu conscience qu'après la crise sanitaire, une autre crise se préparait. Jean-André, c'est la crise économique. Quelles sont les conséquences ? Peut-on mesurer déjà les conséquences de cette crise pour la Corse ? Bien, selon l'INSEE, la Corse serait tout simplement la région la plus impactée par cette crise. Rendez-vous compte, l'activité économique aurait chuté sur l'île de 35% contre 33% au niveau national. Évidemment, les secteurs les plus touchés sont pour l'instant les services marchands comme les coiffeurs ou les électriciens, le commerce, les transports et entreposage, ainsi que l'hébergement et la restauration. D'ailleurs, on l'a vu à de très nombreuses reprises par des reportages tout au long de cette crise. De très nombreux chefs d'entreprise ont eu recours au chômage partiel. En Corse, 9590 dossiers ont été déposés. 55 286 personnes sont concernées. Cela représente 7 salariés sur 10. Et aujourd'hui, même au ralenti, l'activité reprend, mais peu à peu. C'est le cas du BTP qui a repris, des commerces évidemment qui réouvrent aujourd'hui. Mais l'économie corse reste évidemment très très dépendante de l'activité saisonnière et touristique. Effectivement, Bernard Giudicelli le rappelait, annulation en cascade, incertitude sur une éventuelle reprise, incertitude également sur les transports. Le tourisme est durement frappé. Que représente ce secteur sur l'île ? Le PIB du tourisme, c'est 2,5 milliards d'euros, soit 31% de la richesse annuelle produite en Corse. Alors l'île compte 210 campings, 453 hôtels et 284 résidences de tourisme. Voilà pour l'offre professionnelle.
À cela, eh bien, il faut ajouter l'offre souvent décriée des 4000 maisons ou appartements que les particuliers se louent entre eux. Les chefs d'entreprise sont évidemment dans l'incertitude, comme les travailleurs saisonniers. Pour rappel, lors des dernières saisons, ils étaient environ 17 000, pas ou peu d'activités touristiques donc. On le voit bien, cela aura des incidences, pour répondre à votre question, que l'on ne peut pas encore mesurer avec précision, mais cela touchera l'ensemble des secteurs évidemment, les commerces, les professionnels des loisirs, que ce soit en mer ou en montagne, les blanchisseries industrielles ou encore l'industrie agroalimentaire, tous ces activités qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires annuel entre les mois de mai et d'octobre. Merci Jean-André. Puis face à ces effets de cette crise inédite, comment soutenir les entreprises, les salariés et préparer d'ores et déjà également une relance avec toutes les incertitudes dont on parle en permanence. Dès le départ, des mesures d'urgence ont été mises en place par l'État, abondées également par la collectivité de Corse ainsi que par certaines communes. Pierrick Nannini, vous êtes avec le président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse, Jean-Christophe Angelini. Alors oui Stéphane, déconfinement ne signifie pas reprise totale de l'activité. Pour en parler avec moi, Jean-Christophe Angelini, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors les hôtels et les restaurants et les cafés, eux, resteront fermés jusqu'à début juin minimum. Cette reprise aujourd'hui de l'activité partielle, vous la qualifierez de timide? Elle est plus que timide, elle est pénible d'une part et d'autre part sur le fond et dans les conditions pratiques, particulièrement incertaines, troublées, chargées d'inquiétude. Donc je crois qu'il n'y a pas de mot assez fort pour décrire l'état d'angoisse de l'industrie touristique et plus généralement des acteurs économiques en Corse qui attendent toujours des mesures fortes de la part de l'État, mais pas seulement, et surtout un déploiement opérationnel de leurs activités. Alors 35% de baisse d'activité, c'est un triste record en France pour la Corse. Vous, comment vous allez accompagner ces entreprises? Quelles sont les conséquences économiques? On bat tous les records, on les a battus en termes de chômage partiel, on les a battus en termes de difficultés économiques, on les bat malheureusement sur tous les plans, et je crois qu'aujourd'hui, on l'a dit souvent, la structure économique de la Corse elle est particulière, une démographie d'entreprises spéciale, un taux de TPE beaucoup plus important, des paramètres particuliers, donc il faut des réponses particulières. Ce que nous proposons, c'est que l'on ait d'ici donc au début juin des chantiers tests qui sont mis en œuvre dans tous les commerces, hôtellerie, restauration, etc., pour que très vite les fiches techniques, les fiches métiers soient opérationnelles et que l'ensemble des commerces, dès lors qu'ils pourront rouvrir, le fassent dans des conditions opérationnelles et encore une fois pratiquement accessibles. Alors après plus de 2 mois de confinement, on sait que la trésorerie des entreprises est dans le rouge. Comment les aider financièrement? Je crois qu'aujourd'hui il y a des dispositifs qui sont à l'œuvre, mais il est évident qu'il faut que l'on en trouve d'autres. On a parlé de mesures particulières, on attend de l'État des réponses simples sur au moins 3 sujets. Le premier, c'est le crédit d'impôt. Il y a des entreprises qui ont investi, qui attendent aujourd'hui de savoir concrètement s'il sera prolongé ou pas. La deuxième, bien sûr, c'est les mesures particulières, notamment en faveur du tourisme. Je pense qu'on a parlé d'un fonds dédié avec la Banque des Territoires en faveur de l'ensemble de l'industrie touristique. Il faut qu'on ait une réponse claire. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une exonération de charges qui soit totale, avec, je crois, un moratoire également, notamment sur l'impôt sur les sociétés, voire sur la TVA. Je crois que ces 3 mesures-là, couplées aux efforts de la collectivité, qui doivent encore être amplifiés, peuvent être de mesures, non pas atténuer totalement les choses, mais au moins régler une partie du problème. Alors, on sait que le tourisme représente une part importante de l'activité et son redémarrage est forcément important, très important même. Jean-Christophe Angelini, on a beaucoup parlé du Green Pass ces derniers jours présenté par Gilles Simeone. Est-ce que vous y êtes favorable? Et sinon, est-ce que vous avez une autre solution? Moi, je dis tout d'abord attention à ces débats dont la Corse, malheureusement, mais je le dis sans langue de bois, a le secret et qui consistent à opposer les uns aux autres dans des postures qui deviennent ensuite inconciliables. Environnement et développement, économie et santé. Attention, moi je suis partisan d'une voie médiane, d'une voie de compromis, d'une voie de sagesse et je pense qu'on n'a pas intérêt à continuer à opposer les uns aux autres. La collectivité de Corse a voté un plan. Que dit-il? Étude de séroprévalence, qui est le préalable à tout déploiement de politiques équilibrées entre la santé et l'économie. 2, dépistage massif, au-delà des objectifs voulus par le gouvernement. 3, et ça je crois que c'est très important, organisation de zones de confinement pour les personnes qui seraient malheureusement contaminées. 4, campagne de communication positive et non, dirons-nous, négative ou inquiétante. Moi je le dis, il faut 1, faire le pari de la responsabilité individuelle du touriste au chef d'entreprise plutôt que de l'angoisse collective et 2, il faut créer les conditions pour que l'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions. Le Conseil exécutif n'a pas parlé de passeport sanitaire et pour ma part, s'il devait être discriminant ou trop difficile à mettre en œuvre, je n'y serais pas favorable.
Merci Jean-Christophe Angelini d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez entendu, pour le président de l'ADEC, ce passeport sanitaire, ce Green Pass, pour lui, il y est opposé. Merci Pierrick et merci à Jean-Christophe Angelini. Ce soir, je précise que le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, sera notre invité dans le Coursicaser. Autre aspect de cette première journée de déconfinement progressif, celui des écoles. Réouverture ou pas, fondée sur la base du volontariat, cette réouverture a suscité inquiétude, interrogation et posé de nombreuses difficultés aux élus locaux. Résultat, ce matin, très peu d'ouverture en Corse. 35 établissements scolaires sur 252 ont ouvert leurs portes. 30 communes sur 360 sont concernées. Les syndicats enseignants n'ont pas été rassurés ces derniers jours, en particulier par les mesures prônées par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Frédéric Danez et Christian Julian ont rencontré une institutrice à Bastia où les écoles sont fermées. Nous nous trouvons donc ici devant le groupe scolaire des Findines à Bastia, un établissement qui n'ouvrira pas ses portes demain. Ce sera d'ailleurs le cas de l'ensemble des établissements scolaires de la ville de Bastia. Ainsi, en a décidé le maire Pierre Saville qui, dit-il, souhaite avoir le temps de mettre en place un protocole sanitaire pour assurer la sécurité des enfants. Pour parler de cette situation, je me rends vers mon invitée, Jeanne Julien, qui est enseignante et représentante du STC Educazione. Bonjour madame. Bonjour. Le choix du maire, est-ce que c'est selon vous une demi-mesure? Est-ce qu'il fallait attendre le mois de septembre pour entrer comme vous le préconisez au sein du STC? Alors, au sein du STC, mais pas seulement, même les associations de parents d'élèves, la collectivité, de nombreux maires étaient d'accord sur ce point qu'il fallait différer cette rentrée au mois de septembre afin de ne prendre aucun risque du point de vue sanitaire. Alors, nous préconisions aussi de préparer cette rentrée de septembre parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas dans quelles conditions elle pourra se faire, quelles conditions sanitaires. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences du déconfinement qui est en train de se mettre en œuvre. Et nous souhaitions aussi donc préparer cela tous ensemble, tous autour de la table, rectorat et enseignants, et continuer la mise en œuvre de la continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles. Alors que répondez-vous au ministre de l'Éducation nationale qui demande donc que les classes rouvrent afin de lutter contre le décrochage scolaire de certains élèves? Vous savez, on a ordonné aux enseignants de mettre en œuvre un travail à distance. Ça a été fait de la meilleure façon possible. Le décrochage scolaire, alors évidemment, ce n'est pas la panacée, le travail à distance. On en est tous conscients et on a tous essayé de garder le contact avec nos enfants en situation de décrochage. Mais aujourd'hui, avec cette rentrée, rien ne dit que ce sont les élèves décrocheurs qui vont reprendre le chemin de l'école. En termes d'organisation, vous devrez notamment assurer donc un service ici en présentiel, mais aussi en distanciel, c'est-à-dire faire cours notamment via les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est facile à mettre en œuvre? Non, évidemment, c'est ce que je vous disais, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de mettre en œuvre un travail à distance phénoménal en utilisant tous les moyens numériques à notre disposition. Et là maintenant, on nous demande de refaire du présentiel. Donc on ne peut pas, nous avons 10% d'enfants qui reviennent, 90% qui restent chez eux. Donc il est facile, mathématiquement, il est facile de comprendre qu'il sera difficile à la fois de maintenir le distanciel pour 90% des élèves et du présentiel pour les 10% qui rentrent. Est-ce que vous bénéficiez de suffisamment de matériel pour pouvoir accueillir les rares enfants qui seront scolarisés? Alors, nous, au niveau de la mairie de Bastia, on a toujours été relativement bien équipés, donc on n'est pas trop inquiet. Mais on s'imagine bien que ce ne sera peut-être pas le cas pour toutes les communes, effectivement. Alors le gel, à propos du gel, vous savez que c'est surtout le savon qui est préconisé, parce que le gel, ce n'est pas la panacée non plus. Donc nous, ce n'est pas ça l'inquiétant. L'inquiétant, ce sera le respect des gestes barrières des enfants, ce sera le fait que les enfants vont se laver les mains 7 fois par jour, ce sera le fait qu'il faudra surveiller qu'ils ne s'échangent aucun matériel et qu'il n'y ait aucun contact entre eux. Très bien, merci beaucoup Jeanne Julien de nous avoir livré donc votre point de vue à l'occasion donc de cette rentrée qui à Bastia sera au moins différée jusqu'au 18 mai. Voilà donc pour les difficultés exposées par les représentants des enseignants. Difficultés également pour les élus. Je vous rappelle ce matin, 35 écoles sur les 252 que compte Lille ont réouvert leurs portes. État des lieux avec Kaël Serreri et Stéphane Lapera.
ouvrira pas, la situation des écoles en Corse est toujours incertaine et selon le rectorat, elle ne sera définitivement arrêtée que mardi matin. Mais une chose est sûre, il y aura beaucoup moins d'écoles ouvertes en Corse que sur le continent. Selon nos informations, 80% des établissements du premier degré resteront porte close cette semaine, contre 10 à 15% au niveau national. Toutes tendances confondues, les maires préfèrent en effet jouer la sécurité. C'est le cas par exemple à Bastia, la deuxième ville de Corse, où les écoles n'ouvriront pas avant le 18 mai. Elles pourraient cependant ensuite accueillir les enfants des parents qui le souhaitent. Il faut qu'on sache, qu'on puisse travailler entre les enseignants et les agents de la mairie, savoir ce dispositif, est-ce qu'on peut le mettre en place dans toutes les écoles qui vont être ouvertes, parce que pas toutes les écoles seront ouvertes, et une fois qu'on a vérifié la faisabilité, travailler, et il faut que les gens s'emparent du protocole et puissent le mettre en place. À Ajaccio, même son de cloche, les écoles restent pour l'instant porte close car la situation sanitaire ne permet pas d'ouvrir en toute sécurité, selon le maire. La Corse compte 257 écoles pour un peu plus de 25 000 élèves. Et si les situations diffèrent selon les lieux, les réactions varient peu. La plupart des maires estiment en effet que le protocole sanitaire est trop lourd, qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. La situation globale incertaine est également mise en avant par les édiles qui engagent leurs responsabilités en ouvrant les écoles. Résultat, les grandes agglomérations ont presque toutes dit non, Porto Vecchio, Ghisonaccia et l'Île-Rousse par exemple. Exception, Corté, où 10% des parents d'élèves sont favorables à la reprise. Le maire a donc pris ses dispositions et attend de savoir ce que le rectorat va décider. Dans les villes intermédiaires, le schéma est à peu près le même. À Furiani, où nous nous trouvons justement, les 2 écoles élémentaires et maternelles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas également à Luciano, où l'on attend d'en savoir un peu plus sur la situation sanitaire pour décider de la réouverture des établissements scolaires. À Borg, en revanche, tout était prêt pour ouvrir les écoles dès la semaine prochaine, mais l'opposition des parents, les inquiétudes des équipes pédagogiques ont fait que finalement la rentrée sera reportée au mois de septembre, date à laquelle ouvriront également les établissements scolaires de Biguglia. Dans le rural, en revanche, les conditions semblent plus favorables. Le maire de Monte, en Castaniche, estime par exemple que la situation dans son village permet d'accueillir dès cette semaine une partie des élèves de l'école. Évidemment, si j'étais une école comme à Ghisonaccia, à Ajaccio, à Bastia ou que sais-je, avec 30 et 40 enfants, je ne pouvais pas mettre 50 personnes pour s'occuper des gosses. Donc on serait resté fermé. Mais ici, Monte, il va y avoir, on s'est consulté, peut-être 5-6 enfants. Bon, 5-6 enfants, il y a quand même entre l'instituteur et les deux personnels communal, puisque ce sont des personnes qui s'occupent de la commune. Donc je pense que c'est jouable. Pour les établissements du secondaire comme ce lycée Bastia, la décision est déjà prise puisque c'est la collectivité de Corse qui est en charge. Et Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, l'a annoncé lors de la dernière session de l'Assemblée. Collèges et lycées ne rouvriront pas avant le mois de septembre, où cela concerne 47 établissements et plus de 22 000 élèves. On a vu les interrogations des enseignants, les difficultés que rencontrent les élus, des situations contrastées différentes entre l'urbain, le rural. Nous sommes toujours en direct d'Ajaccio depuis la place Camping, Ajaccio qui fut ville cluster au début de cette épidémie. Je suis avec Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio. Laurent Marcangeli, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une réaction générale. Ce déconfinement, comment le vivez-vous ce matin ? Oh, tranquillement, la ville n'est pas très active, on le voit. On remonte progressivement au niveau des services de la ville. Je vois les commerçants également qui peuvent ouvrir aujourd'hui, qui reprennent tout doucement. C'est un peu particulier. Il y a une inquiétude de votre part alors que la ville a été ville cluster, l'un des foyers épidémiques au début ? Je reste dans la plus grande des précautions et la plus grande des préventions, je le dis depuis le début. Ça m'a amené à prendre un certain nombre de décisions qui vont dans ce sens. On le voit très bien dans certains territoires, c'est pas fini. Dordogne, la Vienne, à l'étranger, il faut être sur nos gardes. Les écoles, vous avez pris la décision de ne pas les réouvrir ce matin. Pour quelles raisons ? Et est-ce que c'est une décision ferme et définitive jusqu'à cette année, jusqu'à fin juin ? Faudra-t-il attendre le mois de septembre pour voir les écoles peut-être se réouvrir ? J'ai bien expliqué que nous n'étions pas en mesure de pouvoir satisfaire à tout ce qui était demandé par le protocole qui avait été présenté par l'Éducation nationale en un temps aussi court, c'est-à-dire en une semaine. On a été alerté il y a une semaine de ce qu'on nous demandait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, je reste encore particulièrement prudent. Et je considère qu'aujourd'hui, toutes les conditions ne sont peut-être pas réunies pour pouvoir tenter le coup sans prendre de risques. Et oui, je le dis, aujourd'hui, il n'y a rien qui est définitif. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons conscience que la fermeture de ces écoles a également un côté très négatif
pratiquement que du négatif d'ailleurs pour moi. Je considère que ce n'est pas un événement heureux que les écoles ne puissent pas être en capacité d'ouvrir. Nous allons travailler avec l'éducation nationale pour faire en sorte de dégager les moyens assez rapidement si la situation sanitaire le permet, parce que seulement la situation sanitaire sera notre boussole. On pourrait imaginer des réouvertures d'écoles ponctuellement pour aider et soulager aussi des parents qui ont besoin de reprendre leur activité professionnelle. Je ne ferme pas cette hypothèse, mais je ne pourrais pas être seul à décider. L'éducation nationale doit également pouvoir avoir suffisamment d'hommes et de femmes à sa disposition. Puis également, vous avez toute la communauté des agents de l'État et des agents de la ville d'Ajaccio notamment, qui doit également être consultée pour cela. Et moi je l'ai fait, et vous le savez aussi bien que moi, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient plutôt opposés. Décision difficile. En tant qu'élu, est-ce que vous redoutez d'éventuels risques judiciaires, des suites pénales ? Franchement, je le dis, je l'ai déjà dit, moi ce qui m'importe le plus, c'est ma responsabilité morale. Je suis père de famille et dans le cadre de mon mandat, j'essaye de me comporter en bon père de famille dans la gestion quotidienne, mais également dans la gestion de la crise. On a parlé des écoles, on a parlé des commerces. Comment les services de la ville ont-ils repris aujourd'hui? Lesquels? Notamment les services sociaux. Et on le sait que c'est important pour un certain nombre de personnes. D'abord au niveau social, sur la CAPA, puisque nous sommes intercommunaux sur le social, on n'a jamais cessé de travailler. On a fourni des centaines de paniers repas pendant la crise. On est allé à la rencontre de ceux que nous connaissons et qui souffrent. Et même si nous ne pouvons pas avoir cette présence physique qu'on avait habituellement, il y a eu quand même des permanences téléphoniques 7 jours sur 7 avec plus de 50 appels par jour. Donc on a été quand même à la disposition de nos vieux, les pauvres, ceux qui ont le plus mal vécu cette situation. Ce sont nos personnes âgées qui sont dans de grandes difficultés et qui sont seules. On a été à leur côté, mais également des plus jeunes et des familles qui ont des difficultés. Ça, c'est la première chose. Et les services, ils reprennent leur vie petit à petit. On avait voté un protocole de sortie de confinement avec les services. Ça a été voté à l'unanimité des représentants syndicaux. Et on va faire remonter un peu le niveau petit à petit en espérant qu'on n'ait pas besoin d'être confiné. Alors cela peut sembler anecdotique, pas tant que ça peut-être pour certains professionnels. La réouverture des plages, oui ou non, est-ce que vous y êtes favorable? Non, j'ai dit que pour les 15 jours à venir, non, je ne suis pas favorable pour les bonnes raisons, c'est-à-dire celles qui nous amènent à être dans la précaution et la prévention. Puis franchement, j'ai vu des gens se réjouir de la fermeture des écoles, parfois les mêmes demandant à ce que les plages soient ouvertes. C'est pas très sérieux. Merci Laurent Marcangeli d'avoir été notre invité. Je vais accueillir maintenant celui qui, depuis le début, organise, coordonne les différents services de l'État et gère également les mesures gouvernementales sur l'île. C'est le préfet de Corse, Franck Robine. Bonjour Monsieur le Préfet. Comment se passe cette première matinée de déconfinement ? Je crois qu'il y avait d'abord une très grande attente de la part des Corses, en particulier à Ajaccio. On est sur... on sent qu'il y a quand même la vie revient, elle revient progressivement. Alors à quoi allez-vous être attentif dans les jours qui viennent ? À l'attitude des Corses. Moi j'ai confiance parce qu'ils ont été très exemplaires dans le suivi du confinement. Une grosse partie de la réussite de cette sortie du confinement repose sur l'attitude individuelle, sur la capacité qu'on a à respecter les gestes barrières et les gestes de distanciation physique. Donc c'est à cela que je serai attentif. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir des contrôles de quel type ? Est-ce que ce sera dans les environs d'Ajaccio, entre les deux départements ? Alors, il y aura des contrôles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe vraiment d'une logique de contrôle, d'interdiction, à une logique de confiance et de comportement individuel. Désormais, c'est la liberté qui prime. On peut sortir de chez soi, mais on a des restrictions. Par exemple, on ne peut pas aller au café ou au restaurant puisqu'ils sont encore fermés. C'est vraiment ça la logique. Et encore une fois, je veux vraiment le dire. Bien sûr qu'il y aura des contrôles, mais je fais vraiment confiance aux Corses pour nous aider à réussir cette sortie progressive du confinement. Quelles seront les conditions sanitaires pour pouvoir passer éventuellement à une autre étape d'ici 15 jours ? Alors les critères, ils sont maintenant connus. C'est la pression sur le passage notamment aux urgences, en fait le nombre de nouveaux cas de Covid. C'est bien sûr la pression sur les lits de réanimation. C'est la capacité que nous avons à faire des tests, et celle-là, elle est établie. Donc on va monitorer cela. Les deux départements
sont pour le moment en vert. Moi, je souhaite évidemment que tous ensemble, on fasse tout pour y rester. Il y a la vie professionnelle, la vie administrative et puis la vie sociale, son comportement individuel. C'est tout cela qu'on va regarder dans les prochaines semaines. La vie sociale, c'est aujourd'hui très peu d'écoles ouvertes en Corse. Vous, en tant que préfet, même si c'est aussi de la responsabilité naturellement de la rectrice, qu'allez-vous faire? Vous allez essayer de faire en sorte que le plus d'écoles possible puissent ouvrir dans les prochaines semaines? Ce qu'il faut, c'est que les écoles qui ouvrent, elles ouvrent en toute sécurité. Je sais qu'il y a un certain nombre de maires qui s'inquiètent en disant « mais moi, est-ce que je ne suis pas sûr que mon école puisse ouvrir ?» Eh bien, regardons cela ensemble. Et moi, je leur dis, je suis prêt avec la rectrice à signer le protocole pour leur propre école en disant ben voilà, il nous semble que les garanties de sécurité sont apportées. Mais encore une fois, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'ouvrir en apportant aux parents la garantie de cette sécurité. Alors une question va quand même se poser à partir du 1er juin pour les parents qui ne pourront pas scolariser leurs enfants. Je ne peux pas scolariser mon fils ou ma fille. Dans quelle mesure est-ce que je peux bénéficier ou pas de certaines mesures telles que le chômage partiel? Alors la rectrice travaille pour que effectivement des parents ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Donc on va accompagner tout ça dans les prochaines semaines. Encore une fois, moi je pense et je fais confiance. On me demande par exemple la réouverture des plages. Moi je dis il faut être cohérent. On a autant de risques finalement quand on regarde bien les choses de pouvoir attraper malheureusement le virus en allant dans un magasin, en allant à la plage ou en allant à l'école. Ce qu'il faut, c'est que tous ensemble, on soit dans ce respect des mesures de distanciation, qu'on fasse ce travail-là et qu'on l'accompagne pour les écoles comme pour les commerces. Il ne faut pas laisser les commerçants tout seuls non plus. Il faut les accompagner également. On a entendu dans cette émission l'inquiétude, la très grande inquiétude de tous les professionnels du secteur tourisme et tous ceux qui y sont liés. Il y a aussi le commerce, il y a aussi l'industrie agroalimentaire, bien d'autres services. Le Green Pass, c'est une clé, c'est une possibilité pour peut-être envisager une saison touristique? Il faut qu'on soit dans la recherche de l'équilibre. Vous l'avez dit, je l'ai dit il y a quelques jours, il fallait que la Corse sorte du confinement pour des raisons sanitaires. Par exemple, la baisse du nombre de vaccinations est quelque chose qui est incroyablement préoccupant. Pour des raisons sociales, les enfants qui sont plus scolarisés, et puis pour des raisons économiques aussi, parce que la Corse est à l'arrêt, les dispositifs de l'État ont joué, mais la Corse est à l'arrêt. Et donc, il faut qu'on trouve cet équilibre. Moi, j'aurai ma première réunion de travail sur le projet de la collectivité de Corse cet après-midi, donc le Green Pass y figurera. Je crois qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. J'entends aussi beaucoup de voix qui s'élèvent contre cette proposition. Il faut y travailler de façon très concrète. Rapidement, les transports aériens, maritimes, vous y travaillez aussi pour trouver les mesures pour réouvrir, indépendamment de la réouverture de l'aéroport d'Orly, pour pouvoir ouvrir rapidement ces transports? Effectivement, on a eu une réunion de travail avec l'Office des transports corse samedi et j'ai indiqué aux professionnels, notamment du maritime, que je les reverrai dans la semaine. Pour le moment, je maintiens le contingentement sur le maritime à 100 passagers par bateau. Vous savez que des dispositions ont été prises par l'Office des transports corse pour l'aérien. Je crois qu'il faut, encore une fois, il faut réouvrir progressivement. Et puis, de toute façon, les déplacements de plus de 100 km de son domicile sont interdits. Ça concerne la Corse et notamment la Corse et le continent. Merci Franck Robine d'avoir accepté cette invitation dans cette émission. Vous venez de rappeler, cette nouvelle étape est conditionnée naturellement à l'évolution de l'épidémie et au fait de pouvoir faire en sorte qu'elle ne redémarre pas. Pour cela, une stratégie sanitaire a été mise en place. Elle repose sur 3 piliers. Tester, tracer et isoler. Comment? Explication avec Marie-Hélène Le Sen, la directrice régionale de l'Agence régionale de la santé. Tester, ça veut dire vraiment avoir une capacité de test par RT-PCR à la hauteur de notre enjeu. Donc on a une cible de 500 tests sur toute l'île et nous avons une capacité de 1000 tests jour. Donc là-dessus, on sera vraiment au rendez-vous comme je l'ai déjà indiqué.
Le tracing, en fait la stratégie de tracing, une organisation en 3 niveaux, avec bien sûr le médecin traitant pour le cas positif et sa famille, un niveau 2 quand on dépasse le foyer de la personne symptomatique ou devenue ou testée positive, et donc ça ce sont les CEPAM en fait qui vont s'organiser en brigade de traceurs, et puis le niveau 3 pour les collectivités à caractère sensible ou les clusters territoriaux ou communautaires, c'est l'agence régionale de santé avec Santé publique France qui avons la responsabilité de la globalité du dispositif et de ce niveau 3 plus sensible, je dirais, compte tenu du public concerné dans un certain nombre d'établissements. On est d'abord isolé à domicile. C'est vraiment si on ne remplit pas un certain nombre de critères qu'on reçoit une proposition de vivre cet isolement dans un lieu d'hébergement. Et c'est plutôt, des hôtels qui sont pressentis. À Bastia, c'est en fait un camping sous forme de bungalow. À Calvi, c'est un hôtel. Et puis pour Porto Vecchio et Ajaccio, on est en train d'identifier l'offre. Malgré ce retour donc à davantage de liberté depuis ce matin, on vient de le voir, la prudence reste le maître mot. Les prochaines étapes sont conditionnées par l'évolution de l'épidémie. Le docteur Jean Canaré, les biologistes, président du Conseil de l'Ordre des médecins, est notre invité. Bonjour. Vous êtes aussi à la tête d'un cabinet d'analyse médicale. Oui. Il y a 2 grands types de tests, les tests sanguins, les tests PCR. Quelles sont leurs différences et surtout leur utilité ? Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait d'abord rappeler qu'il faut rester très humble et très modeste sur les connaissances scientifiques. Le plus grand des experts qu'on peut avoir n'a jamais que 4 mois de recul sur ces tests. Donc sur ces tests, il y a la première catégorie, c'est les RT-PCR, ce qu'on appelle cette recherche-là. C'est le test qui recherche directement le virus. Et c'est un test qu'on retrouve positif dès les premiers jours de la maladie, voire 1 jour avant ou 2 jours avant, et qui a tendance à diminuer en termes de détection au bout de 5, 6, 7 jours. La sérologie qu'on peut employer, mais cette fois-ci uniquement à titre complémentaire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore tous les outils, c'est un test qui commence à se positiver à la fin de la première semaine après les signes et qui trouve son optimum passé 15 jours. Donc vous voyez bien que la cinétique fait que ça n'a pas du tout le même usage. Détection directe, immédiate, RT-PCR. Est-ce qu'il va falloir tester tout le monde ou qui doit être testé ? Alors tout le monde, non. Tout le monde, d'abord, ça ne servira à rien. Mais ensuite, il faut vraiment cibler les personnes qui sont intéressantes à tester. C'est tous ceux qui ont une symptomatologie. C'est tous les contacts des sujets atteints et éventuellement dans certaines collectivités ou dans certains domaines particuliers où on peut élargir. À quoi faudra-t-il être très attentif dans les jours qui viennent ? Il faudra là aussi avoir beaucoup de modestie devant cette maladie, faire attention à tout ce qui va se passer, faire attention au risque de contamination, bien porter le masque, bien être à l'abri les uns des autres parce que la contamination est interhumaine et pour ce qui nous concerne en termes de Conseil de l'Ordre, protéger le secret médical qui est un des garants de la prise en charge des patients. Est-ce qu'il faut redouter cette fameuse 2e vague ? Ça ne sera pas une 2e vague, c'est la continuation de la première. L'épidémie ne s'est pas arrêtée, on l'a stabilisée, on l'a contenue, on a pu prendre en charge tous les patients dans le système hospitalier français et c'est très bien. Et je remercie là tous les soignants qui se sont mis en tête de bien prendre en charge la population. Ils y ont réussi, il faut leur dire à tous un grand bravo, c'est ces applaudissements qu'on a tous les soirs à 8h. Mais pour autant, il ne faut pas replonger tout de suite en disant tout est ouvert. Non, il faut faire attention. Le regard du biologiste que vous êtes sur ce Green Pass, est-ce qu'il aurait une utilité pour contrôler les flux entre la Corse et le continent et la Corse en particulier? Alors là aussi, je vais vous renverser le sujet. C'est pas à la science, c'est pas au monde médical de prendre ses positions. C'est une décision d'ordre politique, d'ordre sociétal. Et là, les médecins derrière diront ce qu'il est possible de faire. Que les responsables politiques et gouvernementaux prennent cette décision. Derrière, on vous dira si c'est possible, si c'est envisageable et quels moyens il faut mettre. Merci Jean Canaré d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à cette émission. Merci. Sébastien Thierry va vous succéder, rédacteur en chef à France 3 Corse via Style. Au revoir Jean. Avec ce déconfinement, nous vivons donc depuis ce matin une nouvelle étape. On tourne une page qu'on espère définitive, Sébastien. Tout au long de ces 55 jours de confinement, nous avons proposé à et avec les téléspectateurs un nouveau rendez-vous
le hashtag InCase. Ce hashtag va sans doute se transformer et on va proposer une nouvelle histoire. Oui, alors déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué pendant 55 jours à ce hashtag InCase, à le faire vivre. C'était des artistes d'un jour, des artistes professionnels, des musiciens, des enfants, des chanteurs, des danseurs. Et on en avait bien besoin dans un moment où l'actualité était très plombée, était très dure. On l'a vu, 55 jours d'actualité difficile. On avait besoin de cette lumière dans nos journaux, de cette lumière qui va continuer à nous arriver parce que le hashtag va vivre encore InCase. On va continuer à absorber ces contributions et avoir ce lien fort avec notre public. On va le transformer en effet puisqu'on va lancer un autre hashtag, Ribrez, ça veut dire reprise en langue corse. On va accompagner cette reprise économique qui s'amorce et cette crise qu'on peut déjà deviner, dont on devine déjà les contours, elle va être difficile. Il s'agira d'être là aussi dans l'interactivité, d'être aux côtés des patrons, des artisans, des salariés qui vont se poser beaucoup de questions, de mener des directs sur nos réseaux sociaux avec les représentants de la Directe, de l'URSSAF, de l'ADEC pour répondre à des questions, au travers d'un feuilleton, de suivre ces gens qui vont, comme ils peuvent, essayer de faire repartir l'économie corse en limitant la casse et on sera là à leur côté. Merci Sébastien, merci également à l'ensemble des équipes techniques, administratives, documentalistes, informatiques, bien d'autres encore que j'oublie sans doute, ils me le pardonneront pour cette émission en direct et au-delà pour nous permettre également d'assurer notre mission de service public tout au long de ces semaines. Vous le voyez, nos conditions de travail sont également très particulières. Merci à vous aussi, téléspectateurs et internautes, pour votre fidélité, pour vos retours, pour vos commentaires, pour votre participation. Si vous nous avez rejoints durant cette émission, sachez qu'elle est disponible sur Internet d'ici quelques minutes. Rediffusion cet après-midi, 16h sur l'antenne de Viastel. Ce soir, aux alentours de 22h30. Rendez-vous en ce qui nous concerne à 19h pour le Corsicaser. Nous aurons notamment pour invité le président du conseil exécutif, Gilles Siméogne. 19h donc pour un nouveau point complet sur cette première journée de la Corse sur la voie du déconfinement. Merci à tous, bon appétit si vous êtes à table, bon après-midi et à tout à l'heure.